Aujourd'hui, on se retrouve devant une série d'AMX au musée des blindés encore une fois pour vous parler d'un modèle qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. On parle de l'AMX 50, c'est un modèle révolutionnaire pour son époque, mais pourtant qui est resté qu'au stade de prototype. On va essayer de le comprendre pourquoi. Grâce à ça, on va encore une fois retrouver Adrien, le médiateur du musée, pour parler de tout ça. Salut Adrien, tu vas bien? Ravi de te revoir à nouveau au musée des blindés. Donc aujourd'hui on se retrouve à côté de l'AMX 50, surbaissé, ça aura son importance tout à l'heure, à mon avis de le préciser. On va commencer directement dans le vif du sujet. Dis-moi Adrien, pourquoi la France a créé ce produit? Alors c'est un beau produit, un très gros produit. La raison pour laquelle on a fait cette monstruosité, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notre but c'est de regagner nos lettres de noblesse. D'accord. On veut relancer la production d'un véhicule puissant, du même niveau que les autres grandes puissances en font déjà. À l'origine de ce programme-là, il y a le redémarrage de l'industrie militaire française. Avant l'AMX 50, pour allumer les fourneaux, on a fait l'ARL 44. Les deux programmes sont liés. D'accord. En gros, cet engin-là, c'est dans ce nom, ARL 44, c'est qu'il est demandé en 1944. Le but du jeu de cet engin-là, c'est remettre les ingénieurs au travail, rallumer les hauts fourneaux et reprendre des études technologiques. Et une fois que l'ARL 44 a bien avancé, que tout le monde s'est un petit peu échauffé, on passe aux choses sérieuses. L'ARL 44 n'est qu'un char de transition, il serait super sympa d'en parler d'ailleurs à bon entendeur. Et une fois que tout le monde est chaud, on passe à l'AMX 50. À l'origine, le nom du programme, c'est le M4. C'est une référence au Sherman. Le but du jeu, à l'origine, c'est avoir un véhicule qui est aussi mobile et aussi profilé que le T-34, aussi bien armé que le Tigre 2, et avec le même degré de finition qu'un Sherman avec la technologie du Panther. L'idée, c'est de récupérer toutes les bonnes idées de la Deuxième Guerre mondiale, de mélanger ça et d'en faire un super char français. Un super gros char français, parce que là... Alors à l'origine, l'idée, c'est pas qu'il soit trop gros. Ok. On a bien vu que le Tigre 2, 70 tonnes, c'est lourd, c'est lent, c'est difficile à construire, difficile à ravitailler et ça tombe en panne. Le but, c'est d'être dans la catégorie de poids du M26 Pershing américain. D'accord. C'est-à-dire aux alentours de 45 tonnes. Ça commence pas trop mal, mais au fur et à mesure du programme, le char va s'alourdir énormément. Pour prendre les choses dans l'ordre, on commence avec une photo. Ouais. La photo qui est ici représente le premier prototype de l'AMX 50. À un moment donné, on va lui donner le nom d'AMX 50. 50, c'est pour sa catégorie de poids. D'accord. On est là en 1949 et ça y est, c'est déjà plus 45 tonnes. Le truc pèse 50 tonnes et on l'admet, on met ça dans son nom. L'AMX 50, c'est au départ le même canon de 90 mm que l'ARL 44, parce que le canon est disponible. Okay. Donc, on met ça dans le nouveau char d'assaut. Des galets intercalés, comme sur les chars d'assaut allemands Panther et Tigre 2. D'accord. Et c'est les inclinaisons de blindage du T-34. Bonus, dedans, on y met un moteur qui est un moteur non pas français, mais allemand, un moteur Maybach. Le HL 295 de 1000 chevaux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si c'est un moteur allemand pensé et construit par des Allemands, ils l'ont construit en France. Un Maybach construit en France. Construit en France, développé, testé en France, tout simplement parce qu'on a fait comme les autres vainqueurs, on s'est servi dans les cerveaux allemands. Et nous, Français, on a pu la mettre la main sur les ingénieurs de chez Maybach. Donc c'est des ingénieurs qui ont travaillé sous le Troisième Reich, qui ont été réquisitionnés, je ne sais pas comment on peut le dire, pour étudier un petit peu le principe du moteur Maybach là. C'est ça, en faisant une version de 1000 chevaux, à partir d'un moteur qu'ils avaient déjà pensé pour remplacer celui du Tigre 2. Le nouveau moteur devait faire 800 chevaux, 850, et nous on leur a dit, nous on veut plus encore. Tu me disais que tu avais une version plus petite de ce modèle-ci? Oui, on va aller voir ça. Ce que tu as ici, c'est une maquette constructeur. D'accord. Quand on se lance dans la construction d'un véhicule aussi gigantesque, à un moment donné, on travaille avec du bois, de sorte à ce qu'on puisse imaginer le véhicule en 3D. On a à nouveau l'AMX 50 dans ses premières définitions, mais cette fois, on a remplacé le canon de 90 mm par un canon de 100 mm. Ah ouais. Parce que l'AMX 50, c'est une longue évolution. Une évolution qui a pour toile de fond la guerre froide. Rapidement, l'AMX 50
a un objectif, c'est détruire le Joseph Staline III, la grosse bestiole soviétique qui fait très peur depuis qu'elle est apparue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on augmente le canon. On est tellement fiers de notre véhicule qu'on va le proposer aux Américains. Pourquoi on le propose aux Américains? Parce que c'est eux qui vont nous payer pour le faire. Ils vont nous soutenir financièrement. À cette époque-là, on emmène tout un tas de véhicules. On a emmené notre BR, on a emmené notre AMX-13, on a emmené cet engin-là. En bois? Alors, pas en bois. Le prototype. Ah, le prototype existant a été envoyé. D'accord, absolument. ok. Le modèle 100. Le modèle avec le canon de 100 mm. Ah ouais. Il a tiré, il a fait des essais de mobilité où il est monté jusqu'à 53 km à l'heure. Ok. Et on a découvert des choses. Sur l'AMX 50 100 mm, la tourelle est dotée d'un chargeur, pour être exact, semi-automatique. Et on l'a testé avec des munitions chargées au sable. Il était capable, dans l'esprit, de tirer 15 coups à la minute. Mais ça, c'est juste le test du système de chargement automatique. Après, il y a d'autres choses qui sont importantes. C'est si tu peux charger 15 coups à la minute, est-ce que tu peux toucher une cible à raison de 15 fois à la minute? Et on a constaté en envoyant cet engin-là aux États-Unis que c'était possible? Non, pas du tout. Il faut pouvoir observer la cible. Or, à chaque fois que tu tires avec ce véhicule-là, tu as un panache de fumée. Ok. Et les Français ont constaté qu'il fallait 15 à 20 secondes pour donner le temps à la fumée de s'écarter, pour à nouveau pouvoir observer la cible. Donc, en réalité, la cadence de tir était plutôt de 2, 3, 4 coups à la minute. On peut tirer plus vite, mais ça sert à rien si on ne peut pas toucher la cible, parce qu'on ne peut pas l'observer. Donc, l'une des conclusions de l'envoi de cet engin-là aux États-Unis, ça a été, faut avoir des munitions vraiment sans fumée. Et là, on pourra tirer plus vite. Donc ça n'a pas été validé. Alors, un certain nombre de choses ont été validées, certains autres n'ont pas été validés. La première chose qui n'a pas été validée, le canon de 100 mm apparaît comme étant trop faible. Okay. On veut passer au canon de 120 mm, d'abord sur ce châssis-là, puis sur d'autres châssis. Là, c'est l'ultime prototype de la MX-50. C'est la finalisation de 4 prototypes précédents. Les 2 qui ont reçu un canon de 100 mm, l'un des 2 qui est parti aux États-Unis, puis il y en a eu un autre qui a reçu un surblindage, c'est la MX-50 surblindé. Alors là, on atteint 70 tonnes. Et on se dit, non, c'est trop gros, c'est trop lourd. Et on va donc construire l'engin qui est ici, qui est la MX-50B dit surbaissé. Tout simplement parce que en abaissant le profil du châssis, on va limiter le poids du véhicule. Et là, on ne revient que à 58 tonnes. C'est pas grand-chose en soi. En soi, on est plus léger que le Tigre 2 de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, on est en dessous des 70 tonnes. L'une des caractéristiques qui est largement supérieure, c'est le canon qui est ici. En longueur, je pense, on parle souvent de vélocité. Oui. Moi, ça ajoute du poids quand même, tout ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça? Quand on prend le poids du canon par rapport au poids du blindage tel que la MX-50 surblindée était, le rallongement du canon n'est pas si terrible que ça. D'accord, ok. Pour certains, il y a eu 5 prototypes de la MX-50, 2 avec un canon de 100, 1 avec un canon de 120, un surblindé et celui-ci. Mais en réalité, l'un des prototypes AMX-50-100 s'est fait rééquiper avec une tourelle de 120. Donc c'est le même modèle mais avec une modification. Donc c'est le même amélioré. D'accord, ok. La longueur du canon permet effectivement d'améliorer la vélocité du projectile. Plus le canon est long, plus l'explosion propulsive de la munition va pousser le cul de l'obus pendant longtemps. À la sortie du canon, la vitesse initiale est d'1 km par seconde. La puissance est telle que l'on peut détruire un Joseph Staline III à 2 km de distance. La munition que tu mets là-dedans pèse 46 kg et ce qui quitte le canon, le projectile, pèse 23 kg. Ah ouais, et ça, faut le mettre quand même en place dans le système d'autoloader manuellement. Tout à fait. Ah ouais. Et c'est là où on touche du doigt le problème fondamental quand on augmente le calibre d'un canon. Au bout d'un certain temps, ton chargeur est quelqu'un de très gentil, mais prendre 46 kg comme ça, à bras, c'est terrible. Que ce soit le Joseph Staline III soviétique, le M103 américain, les munitions sont en 2 portions. Et nous, Français, on se dit que du coup, ça rallonge largement le temps de rechargement du canon. C'est pour ça que l'on met en place non pas un chargeur humain à l'intérieur, mais un système semi-automatique de rechargement. D'accord, ok. Et ça, c'est permis grâce à une tourelle très spécifique qu'on appelle la tourelle oscillante. Alors juste avant d'aller voir la tourelle, cette forme-là, comme tu le cites depuis tout à l'heure, le Joseph Staline III, on parle bien de l'IS-3. C'est bien ça. C'est la même chose. C'est bien ça. Nous, on va l'appeler Joseph, mais les soviétiques, c'est Iosif. La MX-50, je te l'ai dit au tout début, c'est le gros mélange de tout ce qui fonctionne le mieux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bah bien sûr. Mais avec le développement de la guerre froide, on va inclure tout ce qui s'est fait de bien à l'époque du début de la guerre froide. Et l'une des choses qui nous marque le plus, c'est effectivement le nez qu'on appelle nez de brochet. Chez les soviétiques, le Joseph Staline III a
un blindage soudé. Et c'est précisément ça qu'on récupère sur le prototype qui a juste avant celui-ci, qui est l'AMX 50 surblindé, qui est lui aussi en soudé. Sauf que l'AMX 50 surblindé pèse 70 tonnes. Trop gros, trop massif. Donc, on va abaisser le profil du châssis, et en l'abaissant, l'une des solutions, c'est cette énorme pièce moulée qu'on met à l'avant. C'est ça qui est fou, ouais. Donc c'est une vraie pièce moulée, il n'y a pas de soudage ici. D'un bloc. Quelques traces de meulage là, mais tu vois bien que ouais, c'est un seul bloc. On retrouve l'idée du nez de brochet, tu vois, on a une arête ici, et ensuite on a deux angles, très très arrondis les angles, hein, qui partent sur les côtés. Le but du jeu avec une pièce moulée, c'est que tu vas pouvoir obtenir des angles absolument fantastiques. Tu supprimes tous les éléments qui pourraient stopper une munition. Il y a quasi plus d'arêtes. Là, le blindage est à un angle tel que même si l'épaisseur à la pointe avant est de 6 cm, l'angle avec lequel la munition adverse aborde le blindage permet soit un ricochet, soit 6 cm de blindage très incliné. Ça fait que ton projectile ne traverse pas 6 cm d'acier. Il va traverser de façon oblique dans les 6 cm. Ouais. Ça augmente énormément le profil du blindage. Pour les ingénieurs, l'idée, c'était d'obtenir, en réalité, avec ces simples 6 cm de blindage, une protection équivalente à 20 cm d'acier. La conversion est énorme, c'est génial. Oui. La tourelle oscillante, c'est un principe selon lequel tout le haut de la tourelle est solidaire du canon. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un char d'assaut normal, comme l'était auparavant la RL-44, où le canon est seul à se déplacer avec l'optique et la mitrailleuse, dans la MX-50, c'est tout le haut de la tourelle qui va bouger lorsque l'on va pointer le canon à la verticale. Et c'est simplement la base que l'on voit bien ici, qui va effectuer le pointage horizontal. L'intérêt principal, c'est que à l'arrière, dans la nuque de tourelle, on y positionne un système de rechargement semi-automatique. Là-dedans, tu as 2 barilets de 9 obus. D'accord. Donc 18 munitions là-dedans. La munition de la MX-50, c'est cette hauteur-là. Encore une fois, 46 kg. Grâce à ça, c'est la mécanique qui va t'aider à charger le canon qui est monstrueux ici. Ok. Et là, tu recharges beaucoup plus rapidement que les adversaires de l'époque soviétique, qui, eux, manuellement, mettent d'abord le projectile, puis la charge de poudre. Tu parlais de poids tout à l'heure. On prend un exemple. Tigre 2, 70 tonnes. Sa tourelle, à elle seule, pèse 23 tonnes. Et le Tigre 2, c'est un canon de 88 mm. À MX-50, la tourelle, à vide, pèse 19 tonnes. 19 tonnes alors qu'il a un canon de 120 mm. Ouais, et puis apparaît quand même beaucoup plus massif ici. En fait, c'est la répartition, tu vois. Sur le Tigre, il y a beaucoup plus de longueur, j'ai envie de dire. Je sais pas si tu vois. Donc ça parle de poids directement, visuellement. Ce qui donne cette impression de masse, c'est l'énorme élément moulé qui est ici. Ouais, mais partout, les qui moulages est à la là. base du canon. Foncièrement parlant, l'épaisseur du blindage frontal de la tourelle de l'AMX-50 est plus faible que celle du Tigre 2. D'accord. Tigre 2, 18 cm et demi de blindage en frontal. Ici, on est seulement, entre guillemets, à 8 cm et demi. On a un angle plutôt important. Profilé de manière, ouais. Alors que le blindage frontal maximum d'une tourelle de Tigre 2 est vertical. Ah bah totalement. C'est la spécificité française, puisque c'est nous qui allons le mieux l'aboutir. Ce ne sera pas avec la MX-50, ce sera avec la MX-13. La MX-13 qu'on a juste derrière, du coup. C'est ça. Les chenilles, étonnamment, elles font penser, encore une fois, aux chenilles allemandes. Donc, en tout cas, les motifs. Est-ce que, pareil, c'est lié, encore une fois, à ce que tu disais au début, le fait de piocher un petit peu partout? Le train de roulement tout entier est très inspiré par ce que les Allemands ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. En particulier le Panther. Le mieux pour s'en rendre compte, c'est les galets. Quand on a fait la MX-50, on savait que ce serait un gros pépère. Les Allemands avaient développé un système dit de galets intercalés. On va faire plusieurs rangées de galets qu'on va intercaler les uns avec les autres. Avec la MX-50, on a 2 rangées, une extérieure et une intérieure. Ça permet de bien répartir le poids, et en répartissant bien le poids, on a une meilleure mobilité. Par contre, ça pèse très lourd, parce que tu fais 2 rangées de galets. Et c'est ce poids trop important par rapport au gain qui fera qu'au final, ce genre de solution sera abandonné. Bon alors, partie arrière, Ouais. tu me parlais de l'éjection. Oui, ici, c'est le moteur, mais tu as aussi de la belle mécanique ici dans la tourelle. Et on voit ici une petite porte, une petite trappe. Parce que c'est bien beau de charger automatiquement, ou plutôt semi-automatiquement le canon, mais les douilles gigantesques, si elles n'étaient pas éjectées, finiraient dans
dans ce qu'on appelle le panier de tourelle, là où les membres d'équipage bougent. Donc le mieux c'est de les éjecter. Et l'éjection se fait automatiquement par la petite trappe qui est ici, à l'arrière. Donc là, on est à la place du pilote. Donc, ce qui me surprend, c'est une place centrale, du coup. C'est bien étonnamment. ça. Donc pareil, c'est repris d'un char existant ou... Absolument. On le disait tout à l'heure sur le profil du blindage, c'est la récupération de l'idée du Joseph Staline 3, D'accord. et on récupère aussi la position centrale du pilote. L'idée est toute simple. Si tu ne mets qu'un seul homme ici en position centrale, tu as besoin d'un véhicule qui n'a pas un blindage frontal très carré. Ok. Et là, on le voit bien ici, que le blindage se profile, on limite en fait la quantité de blindage nécessaire en n'ayant qu'un seul homme. Alors que par exemple, le Tigre 2, l'une des raisons pour lesquelles il est super lourd, c'est qu'il y a 2 hommes dans la caisse. Et quand je regarde à l'intérieur, tu vois, en voyant rien qu'ici, hein, c'est quand même pas grand-chose. Pour un prototype, au final, il est quand même vachement fini. Enfin, c'est pas un simple, tu vois, c'est pas une coque vide. Enfin, c'est une pièce vraiment qui a été vraiment développée, quoi. L'AMX 50 sur lequel on se trouve, c'est le dernier prototype. On est en 1956, au point de bascule. Ok. Ça fait maintenant plusieurs années que la MX 50 évolue au fur et à mesure. Et Ok. donc, les ingénieurs regagnent petit à petit cette capacité à produire des véhicules qui sont de niveau international. L'AMX 50, c'est vraiment le grand retour de l'ingénierie française des blindés. Donc là, on se retrouve donc sur la tourelle. On sent, comme tu disais au tout début, cette ère des hauts fourneaux. La remise en route des hauts fourneaux, on y est encore quand même dans les années 50. Hein. C'est assez magnifique. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Alors là, on a un joli champignon. Le champignon est là pour protéger un ventilateur. Ce ventilateur est placé juste au-dessus de ce qu'on appelle la culasse, c'est-à-dire la porte par laquelle tu mets les munitions et par Ok. laquelle la douille brûlée va sortir. Lorsque la douille sort, elle ne sort pas toute seule. Elle va sortir avec des gaz. Des gaz qui viennent de l'explosion propulsive de la munition, D'accord. du projectile pour être exact. Et ces gaz imbrûlés sont pas vraiment très très bons pour l'organisme. Bah, j'imagine. Et le rôle de ce ventilateur, c'est justement d'aspirer ces gaz imbrûlés Et de pour les les amener évacuer vers par ici. l'extérieur. Ok. D'où sa position stratégique juste au-dessus du bloc culasse. Donc juste derrière moi, on a une 12-7 calibre 50. Une trappe, je suppose, chef de char. Oui. Là-bas, chargeur-tireur. Enfin, du coup, il n'y a pas trop de chargeurs. Donc, Tireur, tireur. il y a un chargeur quand même. Il y a un puisque chargeur c'est quand même. rechargement semi-automatique. D'accord, Il y a ok. besoin quand même d'une personne qui préside au bon système, à la bonne recharge du canon. Ok. Derrière la 12-7, donc c'est un double chargement. Alors, c'est une double trappe, Double puisque trappe. c'est quand même fort lourd, donc on l'ouvre en 2 parties. Ok. Et c'est par là que l'on va mettre les munitions dans les 2 barillet qui se trouvent dans la nuque de tourelle. Ouais, on parle massif quand même. Oui. La petite ouverture que tu as ici, c'est une ouverture super importante. Pour un canon aussi gros, aussi puissant, le but du jeu, c'est de pouvoir tirer précisément sur la cible. Et pour ça, on est à une époque où apparaissent les télémètres. On a 2 ouvertures, une ouverture ici et une ouverture 2 mètres plus loin de l'autre côté. Et avec cette télémétrie, on va pouvoir estimer avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus rapidement la distance à laquelle se trouve l'adversaire. Bon alors, fin de l'histoire, quand je vois, n'empêche tous les détails, il est ultra détaillé ce véhicule. Pourquoi au final on ne l'a pas sorti en série? Cet engin-là s'est fait tuer par les nouvelles technologies. Parce que vraiment, sa raison d'être, c'est d'emmener un canon immense qui envoie un boulet plein le plus vite possible sur un véhicule ennemi. En 1956, lorsque la MX-50B est assemblée, on obtient des nouvelles technologies qui permettent de stabiliser les charges creuses D'accord. dans un projectile de canon de char d'assaut. C'est l'obus G, développé en France. Et c'est l'obus qui sera celui de l'AMX-30. Pour simplifier, le projet qui donnera l'AMX-30 tue l'AMX-50. Ah ouais, on s'est auto-tué le prototype. Oui, Ok. parce que cet engin-là est gros, lourd, Ouais, complexe, je comprends. cher. Et il ne correspond plus aux nouvelles technologies qui se mettent en place, qui à la fois font abandonner les canons ultra gros, ultra puissants qui envoient de but plein, et les technologies des blindages épais. Et ces projectiles à charge creuse sont capables de percer autant de blindage que l'énorme canon de la MX-50, mais en étant plus léger, plus petit, plus facile à transporter, Plus moderne, comme tu dis. plus moderne. Ok. La MX-50 va être maintenue en stockage à l'AMX de Satori, et il va y être
jusqu'au moment où il va être donné au musée des blindés. Bon bah en tout cas Adrien, encore merci pour cette présentation, toujours aussi complet, je m'attendais pas à avoir autant de détails. J'en profite, on est presque à 100% à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo de la cagnotte Ulule. On n'est pas à 100% mais il manque pas grand chose. Partagez partout où vous voulez, ça permettra de pouvoir sauver le char Tigre de Saumur. Et puis on l'a dit au début de la vidéo, juste derrière on a l'ARL 44. Est-ce que ce serait pas un prochain sujet vidéo? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis aussi, c'est un vrai jeu de bataille en ce moment. L'AMX 50, il est mieux sur World of Tanks ou War Thunder au final. Voilà, je pose ça sur la table, je sais que ça va dans les commentaires s'acharner. On vous dit à plus tard, merci encore une fois à Adrien pour toutes ces indications. J'espère que les fans sont ravis et puis on vous dit à de prochaines vidéos.